docteur François Carré, bienvenue, Merci. enchantée et puis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous sur un problème qui concerne beaucoup la cardiologie, mais pas que, c'est la prévention. En fin de compte, on va parler de la prévention et vous allez voir que c'est quelque chose de très important et qu'on a peut-être oublié certaines petites choses qui sont importantes pour nous. Donc, en fin de compte, mon propos va concerner protéger son cœur au quotidien par la prévention des maladies cardiovasculaires. Et moi, je suis cardiologue et médecin du sport à Rennes, au CHU de Rennes, et je suis très engagé dans la prévention puisque, pour ne rien vous cacher, pendant 42 ans, j'ai prescrit des médicaments et de l'activité physique en même temps à mes patients. Alors d'abord, la santé, se rappeler que la santé, c'est pas simplement un bien-être physique, mental, et c'est aussi un bien-être social. C'est les trois piliers de la santé qui sont définis par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il faut bien nous penser qu'on est en bonne santé quand on est parfaitement bien physiquement, mentalement et socialement. C'est la définition. On sait que, en fin de compte, la santé, c'est notre qualité de vie. Si je dis, en fin de compte, je suis heureux dans ma vie, en me basant sur ces trois paramètres, je suis en bonne santé. Et puis, vous voyez, en 2024, j'ai eu une drôle d'idée, c'est que j'ai dit, je vais taper sur Internet, pas sur l'intelligence artificielle, mais sur Internet, et j'ai simplement dit comment prendre soin de sa santé en 2024. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Une croix avec des médicaments, un dentiste, des thermomètres, un microscope, une ambulance, un stéthoscope, des piqûres, etc., etc. Donc, en fin de compte, comme si la santé, pour bien en prendre soin, ça dépendait que des médecins et de la médecine. Alors que pas du tout. Nous, médecins, comme je dis, on est souvent des garagistes. On répare la santé qui défaille, mais on ne va pas prendre soin de la santé de la personne en elle-même. C'est-à-dire que c'est comme ma voiture, je vous ai dit ça, le garagiste, il ne vérifie pas la pression de mes pneus. Eh bien là, c'est pareil. C'est vous qui devez prendre votre santé, prendre soin de votre santé. C'est moi qui dois en prendre. Et en particulier en faisant attention à 5 facteurs de risque qui sont le tabac. On va en reparler, mais le tabac, il n'y a pas une cigarette de bonne. Pour nous, cardiologues, donc le problème est assez vite réglé dans la discussion. La consommation trop importante d'alcool, qui est bien sûr très délétère pour la santé. La malbouffe, en quantité ou en qualité. Le petit nouveau, les troubles du sommeil. Effectivement, quand on ne dort pas assez, quand on dort mal, quand on dort trop, eh bien, ça favorise le développement de maladies cardiovasculaires, voire même d'infarctus. Et puis, l'inactivité physique et la sédentarité, sur laquelle je vais m'appesantir un tout petit peu plus tout à l'heure. En règle générale, notre santé dépend beaucoup de nous. Et ce qu'on doit garder comme message simple, puisqu'on ne fume pas, on ne consomme pas trop d'alcool, c'est de bien bouger, ça permet de bien manger, ça permet de bien dormir. Alors pourquoi on a choisi aujourd'hui dans ce webinaire de se focaliser sur les maladies cardiovasculaires? Parce que c'est la première cause de mortalité dans le monde. Et en France, c'est la première cause de mortalité féminine. Hein, les femmes, quand on prend globalement, on est dans les cancers qui vont être les premiers, mais quand on prend les femmes, eh bien, elles sont touchées essentiellement par les maladies cardiovasculaires. C'est un peu nouveau. Et une des raisons qui est la plus prégnante, c'est le tabagisme qui a beaucoup augmenté chez les femmes, alors que ça avait tendance à diminuer chez les hommes. Et puis la deuxième cause de mortalité, globalement, c'est donc, je vous l'ai dit, après les cancers. Donc, vous vous rendez compte, il y a quand même un accident vasculaire cérébral toutes les 4 minutes. Et chez les femmes, il y a une femme en France qui meurt d'une maladie cardiovasculaire toutes les 7 minutes. Pourtant, et c'est ça le plus important, c'est pour ça qu'on est là pour échanger ensemble, c'est que les maladies cardiovasculaires sont évitables dans 8 cas sur 10. C'est-à-dire que dans 80% des cas, on peut ne pas avoir de maladie cardiovasculaire. Donc, ça vous montre l'importance de la prévention dans ce domaine. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie cardiovasculaire? Puisque je vous en parle comme si c'était quelque chose de simple et d'acquis, je crois que ça vaut la peine d'en reparler. Les maladies cardiovasculaires, ça regroupe les pathologies du cœur et des vaisseaux. Alors, de façon très simple, le système cardiovasculaire, c'est très simple. Vous savez, nous, on est des plombiers et des électriciens. Je suis passé du garagiste, vous voyez, aux plombiers, aux électriciens. Tout simplement parce que le cœur, c'est une pompe qui envoie du sang dans des tuyaux, les vaisseaux. Ça, c'est le côté plomberie. Le côté électricien, c'est que pour que le cœur se contracte, automatiquement, il va se contracter parce qu'il y a de l'électricité qui se forme dans certaines cellules qui vont diffuser à tout le cœur se contracte et la pompe éjecte du sang. C'est pour ça qu'on assimile ça à l'électricité
et la plomberie. Donc, en fait, vous avez des affections qui peuvent toucher le cœur, les gros vaisseaux comme l'aorte, les vaisseaux périphériques, comme les vaisseaux des jambes, et puis le cerveau, et voire même les poumons quand il y a une embolie pulmonaire. Le cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral qui est fréquent. Alors, les pathologies cardiovasculaires les plus courantes, c'est d'abord, bien sûr, celle que tout le monde connaît, l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est une complication de la maladie coronaire. Les artères coronaires sont les grosses artères qui circulent sur le cœur. Quand elles se bouchent, ça peut donner un infarctus. Et ça, c'est ce que tout le monde connaît. Et comme vous le voyez en dessous, on voit la plaque d'athérome, c'est-à-dire le cholestérol, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas que du cholestérol dans la plaque. En jaune, que vous voyez ici, eh bien ça, c'est une plaque qui va boucher l'artère. Et si elle se bouche complètement, il va falloir mettre un stent, donc un petit ressort dedans. Et puis, il y a les maladies des valves. Donc, il y a 4 valves, je ne vais pas vous les détailler, mais chacune de ces valves peut s'altérer. Les valves, c'est simplement des portes qui s'ouvrent, le sang passe d'une cavité dans l'autre ou dans l'aorte, elle se referme, le sang ne passe plus, tout simplement. Eh bien, il peut arriver que ces valves, ces portes, se grippent et aient du mal à s'ouvrir ou s'ouvrent trop et ne se referment pas assez. Ce sont des maladies des valves cardiaques. Après, vous avez le cœur. Voilà l'électricité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un électrocardiogramme normal. Vous voyez que tout est bien régulier. Et là, en dessous, vous voyez, c'est une anomalie. C'est l'oreillette qui déraille un peu. Elle ne se contracte pas très bien. Et vous voyez qu'on voit plus de pics. Et c'est un petit peu irrégulier. Et là, enfin, en dessous, là, c'est le ventricule. Le ventricule qui fait un peu n'importe quoi. Il bat la chamade. Et vous voyez qu'on n'arrive plus à isoler des choses. Et ça, si ça dure trop longtemps, ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Et puis, vous avez une quatrième pathologie courante sur le plan cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque. Comme son nom l'indique, le cœur est insuffisant, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'éjecter assez de sang à chaque battement. Et là, vous allez avoir toutes les causes. L'infarctus, ça peut créer une insuffisance cardiaque. Les maladies des valves, ça peut créer une insuffisance cardiaque. Et puis les arythmies aussi. Mais ça, c'est des maladies, l'insuffisance cardiaque arrive après toutes ces pathologies. Et il y a 4 signes à connaître qui doivent vous alerter. C'est ce qu'on appelle l'EPOF, E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème, c'est-à-dire le gonflement des jambes, et F pour fatigue. Et vous avez vu, ce qui est très troublant, c'est que là, vous ne plaignez pas de votre cœur du tout. Vous avez des signes qui retentissent parce que le cœur n'éjecte pas assez de sang. C'est pour ça que vous êtes essoufflé, c'est pour ça que vous êtes fatigué quand vous marchez et que vos jambes peuvent gonfler. Alors maintenant, on a vu le cœur, il faut voir les vaisseaux, puisque je vous ai parlé des vaisseaux. Les vaisseaux, dans l'accident vasculaire cérébral, vous avez 2 types d'accidents vasculaires cérébral. Un, c'est l'artère qui se bouche, comme l'artère coronaire tout à l'heure. C'est donc un embole qui vient boucher l'artère, c'est souvent encore du cholestérol, ou bien un vaisseau qui éclate, qui se rompt, et il y a une fuite, exactement comme dans les tuyaux, toujours pareil. Et à ce moment-là, le cerveau est inondé de sang, et bien sûr, ça fait un accident vasculaire cérébral. Il y a des parties du cerveau qui fonctionnent moins bien. Vous avez l'artérite des membres inférieurs. On retrouve cet athérome, c'est le cholestérol, mais qui, au lieu d'être dans les artères coronaires, qui irriguent le cœur, est dans les grosses artères des jambes. Et ça va, quand les artères se bouchent, quand vous marchez, il n'y a pas assez de sang qui vient dans vos jambes, ça vous fait une crampe, et c'est la même chose que ce qui se passe dans l'infarctus du myocarde. Et puis enfin, vous avez la phlébite. La phlébite, là, c'est les veines qui sont touchées. Donc, il y a un caillot dans les veines. C'est souvent des gens qui ont des varices, mais pas toujours. Il y a un caillot dans les veines et il y a un morceau de ce caillot, comme vous le voyez avec la flèche rouge ici, ça c'est le caillot. Il y en a un morceau qui s'en va, qui passe dans le sang et qui va venir boucher une artère pulmonaire. C'est l'embolie pulmonaire. Donc on a vu comme ça, très rapidement, les principales pathologies, mais vous avez vu quand même qu'il y a un grand coupable là-dedans, c'est l'athérome, c'est le cholestérol. Donc on va voir qu'on va pouvoir essayer de diminuer le risque du cholestérol. Alors pour cela, on va voir les 2 parties qui interviennent dans la prévention des maladies cardiovasculaires. La première partie, c'est prévenir la survenue des maladies cardiovasculaires. Et puis, ensuite, on verra les signes qu'il faut connaître pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de complications. Alors, pour la prévention, c'est simple. Il faut savoir qu'il y a 2 grands problèmes quand on va vieillir et en particulier quand on mange mal, quand on fume, quand on ne fait pas assez d'activité physique, eh bien, on va accumuler de la graisse, du cholestérol en réalité, dans les artères. Et en plus, nos vaisseaux, qui étaient souples, vont devenir rigides. Donc, c'est des tuyaux très rigides. Et quand le sang va passer dedans, eh bien, la pression artérielle va monter et on va être hypertendu.
Mais le taux de cholestérol, la rigidité des artères est aussi en partie due à la graisse qui s'accumule dedans. Alors, quels sont les facteurs de risque? Puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait prendre soin de sa santé, donc c'est éviter des facteurs de risque. Je vous en ai cité 5, mais c'était ceux qui étaient les plus modifiables. Mais il y a aussi des facteurs non modifiables, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien y faire. C'est essentiellement l'âge. On peut faire tout ce qu'on veut, on va vieillir et on mourra tous un jour. Et quand on vieillit, eh bien, le cœur marche un petit peu moins bien, les vaisseaux fonctionnent un petit peu moins bien, et donc il y a plus de risques d'accident, bien évidemment. Il y a aussi la génétique. Il est évident que si dans votre famille, vous avez perdu votre papa à 30 ans d'un infarctus du myocarde, et puis que votre papa a aussi les 2 frères qui sont décédés très jeunes d'infarctus du myocarde, ça veut dire que vous avez quand même des gènes qui favorisent la survenue d'un infarctus. Donc, il va falloir faire encore plus attention. Plutôt que de se dire, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon père, etc. Oui, ça vous avez un risque, vous le connaissez, eh bien, il faut qu'on fasse encore plus attention à ne pas fumer et à manger de façon équilibrée. Et puis, il y a le sexe. Là, ce n'est pas la parité, hein. Les femmes sont un peu plus protégées que les hommes jusqu'à la ménopause. J'élimine l'effet du tabac dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais globalement, les femmes meurent un peu plus tard que les hommes et ont moins de problèmes cardiovasculaires, sauf à partir de la ménopause où là, il y a un équilibre qui se rétablit. Et puis, il y a les facteurs modifiables, ce sont ceux sur lesquels on peut agir. On peut les réduire, on peut les enlever complètement. Je fumais, je ne fume plus du tout, pour éviter ou limiter l'apparition d'une maladie cardiovasculaire. Alors, il faut être bien clair, le facteur de risque, c'est quelque chose qui augmente votre risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez obligatoirement. Hein, il ne faut pas partir non plus dans la peur complète, mais il faut savoir que vous augmentez votre risque. Par exemple, les 5 facteurs de risque que je vous ai présentés, tabac, le sommeil, etc., eh bien, ils augmentent de 30% le risque d'avoir un infarctus. Et vous avez quand même 70% de l'avoir, même si vous ne fumez pas, etc. D'accord? Et puis enfin, plus vous avez de facteurs de risque, ils ne s'additionnent pas, mais ils se multiplient. Donc, le risque d'un facteur est multiplié par le risque de l'autre facteur. Donc, quand vous fumez, que vous mangez mal, eh bien, vous avez un risque beaucoup plus élevé d'avoir un infarctus du myocarde que si vous faites que fumer ou que manger mal. Alors, les facteurs de risque non modifiables, je vous les rappelle, l'âge, les antécédents familiaux, cardiovasculaires, le sexe, là, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf que je sais que j'ai ce risque-là, donc je vais faire encore plus attention à ma santé. Je vais en prendre beaucoup plus soin. Et puis, les facteurs de risque modifiables, vous avez la sédentarité, l'inactivité physique, le tabac, l'alimentation dont j'ai parlé, le cholestérol. Et là, je rajoute des maladies ou des modifications de l'équilibre de votre santé qui vont être liées à ces facteurs. Par exemple, si vous mangez mal, vous allez avoir du surpoids, de l'obésité. Si vous avez du surpoids, de l'obésité, vous avez plus de cholestérol, plus de diabète, plus d'hypertension artérielle. Vous ne bougez pas assez, vous êtes trop sédentaire. Eh bien, vous allez avoir plus de risques d'avoir un cholestérol élevé, un diabète, une hypertension artérielle. Et là-dessus se surajoute un autre stress, un autre facteur de risque, qui est le stress, qu'on a eu beaucoup de mal à différencier, mais on sait aujourd'hui aussi que le stress chronique peut favoriser la survenue des maladies cardiovasculaires, mais son risque est quand même moins élevé que le tabac, par exemple, ou que l'alimentation déséquilibrée et l'inactivité physique et sédentarité. Mais si je surajoute à ça le stress, eh bien, j'augmente mon risque. Alors, la sédentarité, l'inactivité physique, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la même chose. Et ça, dans la population, ce n'est pas bien compris. Pendant très longtemps, on s'est simplement rendu compte que les gens ne bougeaient pas assez. Donc, on a lutté contre l'inactivité physique. Ça n'a pas été suffisant dans des études canadiennes et on s'est rendu compte qu'il y avait le temps passé assis. Le temps passé assis, c'est la sédentarité. Pourquoi? Parce que sédentarité, ça vient du verbe latin sédere. Sédere, ça veut dire être assis. Et donc, nous sommes trop assis aujourd'hui et plus le temps passe, plus l'évolution arrive, plus le progrès, je mets exprès des guillemets, des énormes guillemets au niveau du progrès, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un progrès, plus le progrès est là, plus je reste assis. Par exemple, j'ai une pelouse, j'achète un robot pour tondre les pelouses, c'est formidable. Mais quand on me le montre à la publicité, qu'est-ce que me montre? C'est que je suis le propriétaire de la pelouse, je suis dans un hamac en train de boire une bière. Alors que je pourrais être debout
en train de jouer au badminton avec mes enfants sur la pelouse tondue. Mais non, ça ne vient pas à l'idée du publiciste. En fin de compte, tout ce qui nous est proposé pour nous faire gagner du temps, pour avoir du temps de loisir, eh bien, plus ça va, plus nous le passons assis, ce temps de loisir. Et le plus souvent devant des écrans. Donc, ce qu'il faut faire pour diminuer ce risque, c'est diminuer votre temps passé assis. Vous êtes trop assis, je suis trop assis. Donc, il faut diminuer ce temps et surtout faire en sorte de se lever 2-3 minutes toutes les heures. Alors, c'est très simple. Moi, comment je fais? Je ne téléphone jamais assis. Dans mon bureau, je parle en tournant comme un rat ou une souris, vous savez, les animaux expérimentaux, dans leur cage. Je tourne dans mon bureau. Comme ça, comme je suis dérangé au minimum 1 fois par heure ou 2 fois par heure, eh bien, je fais au moins 3-4 minutes où je suis en train de marcher. Quand je fais une photocopie, je vais la chercher tout de suite et ma photocopieuse n'est pas à côté de mon bureau. Comme ça, je me lève. Et puis, quand j'envoie un mail à un collègue, je vais voir s'il l'a bien reçu, ce qui me permet de me lever. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Mais faut-il encore que j'en prenne soin parce que je sois convaincu que c'est bon pour ma santé? On passe trop de temps devant les écrans, vous le savez, et l'écran est associé au temps passé assis. Donc, l'activité physique recommandée, je vous ai dit, on est inactif si on ne respecte pas. C'est très simple. Pour les adultes, c'est 30 minutes chaque jour, avant 65 ans, qui associe du cardio, c'est-à-dire je suis un peu essoufflé, et du renforcement musculaire, c'est-à-dire que j'ose monter les escaliers. Normalement, aujourd'hui, il n'y a aucune raison, quand on a 2 ou 3 étages à monter, de prendre l'ascenseur. Quand on n'est pas handicapé, quand on n'a pas de maladie qui nous limite, il n'y a aucune raison, sauf le fait de ne pas faire attention à notre santé. Et puis, les descendre, c'est pareil, parce que quand vous descendez des escaliers, vous n'êtes pas essoufflé et en plus, vous faites un très bon travail musculaire. Et plus je vieillis, plus je dois faire du renforcement musculaire, parce que malheureusement, en vieillissant, nos muscles disparaissent, c'est la sarcopénie. Alors, les activités physiques, vous avez vu, c'est tout ce que je vous ai mis là. Je ne vais pas vous les détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais voyez, il y a des tas de bonnes raisons. Promener son chien, emmener son enfant à l'école, l'enfant va en vélo à l'école, aller faire mes courses toute seule. Je suis âgé, j'ai un déambulateur. Ça, c'est de l'activité physique. C'est ça qui est recommandé. Vous avez vu que je ne vous ai pas parlé de sport. Le sport, c'est une activité physique. C'est une forme d'activité physique. Alors, c'est vrai que c'est très bon pour la santé de faire du sport. Mais si je ne veux pas faire du sport parce que je n'aime pas ça, pas de problème. Il faut que je bouge plus. Il faut que je sois moins assis. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, un autre point qui est très important et que vous allez pouvoir mesurer très rapidement dans les jours qui viennent si vous êtes motivé, c'est votre capacité physique. Votre capacité physique, c'est l'effort musculaire maximum que vous pouvez maintenir 5 minutes. Compliqué? Pas du tout. Combien d'étages vous montez en 5 minutes? Si vous en montez 2 ou 3, vous avez une capacité physique faible. Si vous en montez 5, vous avez une capacité physique moyenne. Si vous en montez 7, vous avez une bonne capacité physique. Et quand on classe les gens comme ici, faible, moyenne, élevée, vous voyez que les gens qui meurent le plus par an, ce sont ceux qui ont la capacité physique faible, qu'ils soient malades ou pas. Les gens qui ont fait un infarctus, qui montent beaucoup d'étages, vivront longtemps. Les gens qui ont fait un infarctus, qui ne montent pas beaucoup d'étages, ne vivront pas longtemps. Or, vous n'avez qu'un moyen d'augmenter cette capacité physique, c'est de bouger. Aucun médicament ne va augmenter votre capacité physique. Les médicaments sont indispensables. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en premier? Je donnais des médicaments et je faisais bouger mes malades, tout simplement parce que quand je fais bouger mes malades, les médicaments marchent plus et en plus, en bougeant, je vais diminuer mon risque de cancer et d'autres maladies. Donc, on voit bien l'importance et c'est le facteur de risque principal aujourd'hui. Maintenant, on va passer au tabac. Le tabac, c'est un ennemi majeur du cœur. On le sait depuis très longtemps, depuis les années 1960. Il a fallu du temps pour arriver à convaincre la population. C'est vrai qu'on se heurtait au lobbying du tabac, des compagnies de tabac, mais quand même, les fumeurs ont encore du mal à être convaincus. Ce n'est pas compliqué, ça multiplie par 2 à 4 le risque d'infarctus. Ça favorise l'athérosclérose, c'est-à-dire l'athérome. Ça diminue la quantité d'oxygène dans le sang. Donc, je vais être essoufflé puisque j'ai moins d'oxygène. La bonne nouvelle, c'est que quand j'arrête de fumer, je réduis de 50% le risque cardiovasculaire en 1 an. Vous vous rendez compte, ça va vite, en 1 an. Alors, si parmi ceux et celles qui m'écoutent, il y a des fumeurs, vous vous rendez compte que quand vous arrêtez de fumer, au bout de 2-3 semaines, vous retrouvez le goût, l'odorat, ce qui vous permettra de vous rappeler que le tabac froid, ça ne sent pas très bon, parce que souvent, les gens ont l'impression qu'on est susceptible quand on dit ce qui ne sent pas bon parce qu'ils viennent de fumer. Eh bien non, c'est vrai. Mais le fumeur ne se rend plus compte puisqu'il a perdu le goût, l'odorat. Donc ça arrive très vite.
Deuxièmement, après 15 ans sans tabac, le risque redevient proche de celui d'un non-fumeur. C'est-à-dire que vous voyez, 15 ans sans tabac, vous redevenez comme si vous n'aviez pas fumé. Attention, à partir de 40 ans, l'effet bénéfique diminue. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez eu des lésions au niveau pulmonaire, des lésions de vos bronches, et ça, on ne va pas les réparer. Pas complètement. Et puis enfin, dernier message, même à 80 ans, s'arrêter de fumer, il y a des articles qui viennent de sortir, montrent qu'on améliore l'espérance de vie d'au minimum 1 an à 18 mois de bonne qualité. Donc, il faut toujours s'arrêter de fumer. C'est jamais, il ne faut pas dire c'est trop tard, c'est fini. Non, non, c'est toujours bénéfique. Enfin, un conseil pratique, vous avez des aides pour arrêter de fumer, comme le tabac info-service, et surtout qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin d'être motivé, puisqu'en fin de compte, l'addiction du tabac, c'est la nicotine. Et on donne de la nicotine aux personnes qui veulent arrêter de fumer, mais sans tous les autres produits nocifs qu'il y a dans la cigarette. Donc, en fait, je ne vais pas avoir ce manque qui va arriver et on va accompagner la personne en diminuant très progressivement la nicotine. Alors qu'avant, on n'avait que, faut arrêter de fumer, vous prenez plus de cigarettes. Maintenant, vous prenez plus de cigarettes, mais on vous aide à ne pas avoir ce manque qui était mal toléré. L'hypertension artérielle, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quand les artères deviennent trop rigides, un peu bouchées, et la tension monte dans les artères. La valeur, c'est 140/90, c'est 14,9. En dessous, on ne donne pas de médicaments. Au-dessus, on regarde si on doit donner des médicaments ou s'il faut refaire de l'activité physique, s'il faut perdre du poids, etc. Alors ça abîme les artères, ça favorise les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus, l'insuffisance cardiaque. Pour la prévenir, il faut d'abord diminuer votre sel. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le sel fait autant de mal sur la mortalité que quand l'eau n'était pas potable au Moyen Âge. C'est-à-dire qu'il y a autant de morts liées au fait qu'ils consomment trop de sel qu'il y avait de morts liées à l'eau non potable. Nous mangeons trop salé. Alors, certes, on est forcé à ça, puisque dans la plupart des aliments ultra transformés, c'est salé. Pourquoi? Parce que ceux qui les fabriquent ont bien compris qu'on pouvait être addict au sel. Et l'addiction au sel, ça fait que j'en remets. Donc, premier message, on n'a pas besoin de ressaler à table. Normalement, dans la cuisine, il y a assez de sel. Si j'ai un bon cuisinier, une bonne cuisinière, il va avoir salé et ça suffit. Mais ressaler systématiquement sans jamais avoir goûté, ça, c'est une très mauvaise idée pour la santé et pour l'hypertension artérielle. L'alcool aussi a un rôle dans l'hypertension artérielle. Le surpoids, les gens qui sont en surpoids ou obèses ont plus d'hypertension artérielle. L'activité physique régulière diminue la tension, c'est considéré comme un médicament. C'est-à-dire que si vous bougez régulièrement, eh bien, c'est comme si vous preniez déjà un médicament. Et généralement, pour équilibrer une hypertension artérielle, il faut au moins 2 médicaments, voire 3. Donc, si vous bougez, il y a déjà plus que 2 médicaments ou un seul à prendre. Le conseil pratique, c'est de mesurer régulièrement sa tension, surtout après, on va dire, 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut la mesurer soit en pharmacie, soit avec un tensiomètre qu'on met à domicile. Il y a une technique. Je n'ai pas le temps de vous la détailler, mais votre médecin ou le pharmacien vous l'expliquera. Bien sûr, je vais mesurer ma pression artérielle. C'est la même chose que la tension artérielle. C'est le mot des médecins, c'est pression artérielle. Autrement, quand on parle à tout le monde, c'est la tension artérielle. Eh bien, si jamais je suis en surpoids, par exemple, si jamais j'ai souvent mal à la tête, il faut penser à mesurer sa tension artérielle. Le cholestérol et les triglycérides, c'est ce qu'on appelle le bilan lipidique, le bilan des graisses, en réalité. Lipides, c'est les graisses. Glucides, c'est les sucres. Lipides, c'est les graisses. Donc, il y a le mauvais cholestérol. Je l'ai mis entre guillemets parce que en médecine, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ce qu'on appelle le LDL. C'est le LDL cholestérol parce que lui, il s'accumule dans les artères. Il favorise le risque d'infarctus, d'artérite, d'accident vasculaire cérébral, comme on l'a vu. L'objectif, c'est d'un trait inférieur à 1,6 g par litre. Sur votre prise de sang, vous allez le voir. Si c'est en gras, comme vous avez la norme à côté, vous allez le voir. Mais si vous avez déjà eu un accident cardiaque, on va vous demander un taux beaucoup plus bas pour éviter qu'il y ait un nouvel accident cardiaque qui survienne. Donc, soit vous n'en avez pas, on va vous demander de changer votre alimentation, de perdre du poids si besoin, et si besoin, de prendre un médicament. Sinon, eh bien, si vous avez déjà eu un accident, on va vous demander des chiffres plus bas. Il y a le HDL cholestérol. Il faut se méfier de celui-là parce qu'on a dit pendant très longtemps que ça protégeait les artères. C'est peut-être pas si simple que cela, mais en tout cas, il vaut mieux avoir un HDL haut qu'un HDL bas.
donc supérieur à 0,4. Et puis, vous avez les triglycérides. Les triglycérides, c'est surtout lié à ce que vous mangez. Quand on mange trop de sucre, quand on boit trop d'alcool, ça augmente les triglycérides. Et là aussi, ça abîme les artères, mais moins que le cholestérol. Mais globalement, ça évolue un petit peu pareil. Donc, les conseils pratiques, vous les connaissez. Dans l'alimentation, vous privilégiez ce qu'on appelle les oméga 3. Hein, et c'est les poissons gras, tous les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes. Ça, c'est très bon pour la santé. Je n'ai pas parlé des raisins secs, parce que les raisins secs, ça ne fait pas partie des aliments à coque, parce que souvent, il y a une accommodation des deux. Et là, c'est sucré. Vous limitez les graisses saturées, donc la charcuterie et le beurre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas manger que ça. Et surtout, vous allez faire de l'activité physique avec les 30 minutes par jour. Alors, les 30 minutes par jour va surtout augmenter le HDL, mais ne diminue pas beaucoup le LDL. Ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est l'alimentation pour équilibrer ce cholestérol. Le diabète, qu'est-ce que c'est? Le diabète, c'est quand vous avez trop de sucre dans le sang. Le taux de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Et quand vous dépassez un chiffre, qui est de 1,26 g par litre, mais ne le retenez pas, eh bien ce chiffre-là veut dire que vous avez un risque plus important d'abîmer vos artères et donc d'avoir des infarctus du myocarde. Vous vous rendez compte, le diabète qui n'est pas équilibré, c'est-à-dire où le patient ne fait pas attention à bien prendre son traitement et surtout à bien manger, à modifier son alimentation, vous multipliez votre risque d'infarctus de 2 à 4. Ça favorise l'hypertension et là encore l'athérome. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est surtout équilibrer son alimentation, c'est-à-dire diminuer les aliments ou les boissons à index glycémique élevé. Il faut favoriser dans votre choix les boissons qui ne vont pas, quand vous allez les prendre, faire augmenter, exploser le taux de sucre dans le sang. Pareil, nous sommes face à une addiction au sucre. Il faut arrêter de boire des sodas. On n'a pas besoin de boire des sodas à table, et en particulier les enfants. Les boissons sucrées, en plus, n'apportent rien à la qualité de ce qu'on mange, au contraire, ça écrase tous les goûts. Et surtout, plus vous buvez sucré, plus vous boirez sucré. Plus vous mangez salé, plus vous mangerez salé. Il y a une véritable addiction de l'organisme à ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est bien compris, puisqu'il y a même des pays, même pas des pays, il y a des départements, comme par exemple la Guadeloupe, la Martinique, où les yaourts sont plus sucrés qu'en France, que dans l'Hexagone, plus exactement, tout simplement parce que les vendeurs de yaourts se sont rendus compte qu'il y avait une particulière addiction à ça. Donc, on encourage. Donc, méfiez-vous. On s'est battu contre le lobbying du tabac, mais on devrait se battre aussi contre le lobbying de la malbouffe. Excusez-moi l'expression. Ça, on l'a vu. Alors, le surpoids et l'obésité, eh bien oui, il faut reconnaître ce qui est vrai. Les gens qui sont en surpoids, les gens qui sont obèses, ont un risque de mortalité précoce plus élevé, un risque de cancer plus élevé, un risque d'infarctus, d'hypertension artérielle, de diabète plus élevé. On peut prendre le problème dans tous les sens, c'est l'observation. On stigmatise personne, on a observé simplement que chez ces gens-là, il y avait plus une mortalité qui est survenue plus tôt et avec des maladies pas très agréables juste avant. L'objectif, c'est de respecter un IMC. Alors, l'IMC, je vous rappelle que c'est votre poids divisé par votre taille élevée au carré, c'est-à-dire vous multipliez votre taille vous multipliez 2 fois la taille par la taille et vous divisez le poids par ça. Et sur le tour de taille, eh bien, pour les femmes, c'est 88 cm, les hommes, 102 cm. C'est plus important que le poids. Parce que quand je mesure le tour de taille, je mesure la quantité de graisse que j'ai à l'intérieur du ventre. Et cette graisse est très mauvaise pour la santé. Comme je dis toujours, Teddy Riner, il avait un IMC qui était un peu élevé. Et qu'il est, encore de temps en temps, quand il ne fait pas attention à son poids. Mais il n'est pas gros. C'est parce qu'il a beaucoup de muscles et que son poids est très élevé. Alors que le tour de taille de Teddy Riner, je peux vous assurer qu'il est en dessous de 102 cm. Donc, s'il y a quelque chose à privilégier, vous vous pesez si vous voulez, mais en tout cas, quand je vais voir mon médecin, il vaut mieux qu'il mesure le tour de taille que faire rien que le poids. Alors, pour ça, il faut avoir une alimentation équilibrée. Le problème, ce n'est pas de manger beaucoup. Alors, il y a 2 problèmes. C'est qu'on mange souvent, trop souvent. C'est ce qu'on appelle le grignotage, le snacking. Et ça, rappelez-vous d'une chose. Si je ne dors pas assez, si je dors mal, eh bien, j'ai tendance à plus manger dans la journée
parce que je libère une hormone qui est l'hormone de l'appétit. Quand je reste assis trop longtemps, et ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, je vais de temps en temps dans ma cuisine, tout simplement parce que j'ai faim. J'ai une petite fringale. Et là, quand je suis dans ma cuisine, je ne mange pas de la salade. Très rare, en tout cas. Donc, je mange souvent. Et ça, c'est terrible parce qu'à chaque fois que je mange, je mets en route tout un système d'accumulation de graisse. Et surtout, quand je vais manger à midi et le soir, je mange comme si je n'avais pas mangé entre les repas. Parce que ça, je ne me souviens plus, mon cerveau ne se souvient plus que j'ai grignoté. Donc, ça, c'est l'alimentation équilibrée. Je mange au repas, je ne mange pas en dehors. Et dans mes repas, j'essaye de diminuer toujours pareil les sucres, hein, les graisses saturées. Ce qui est très mauvais, c'est l'alimentation ultra transformée. Alors, je sais que c'est facile à faire. Je sais que je le prends dans le congélateur, etc., etc., la pizza et tout ça. Je sais que c'est facile. Mais ce n'est pas bon pour ma santé. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en manger. Mais il faudrait quand même arriver à équilibrer mieux les choses. Et j'augmente les fruits, les fibres. Donc, ce sont les fruits, les légumes, les céréales complètes, tout simplement parce que, ça va favoriser la digestion et mon transit et diminuer mon risque de cancer au niveau de l'intestin. Et puis 2, parce que c'est des choses qui vont nous apporter moins de graisse, de calories que les sucres et les graisses. Attention à l'alcool. L'alcool, c'est des calories vides. C'est-à-dire que dans l'alcool, vous avez des calories, mais elles ne servent à rien, qu'à faire de la graisse. Alors que les glucides, il y a des calories, mais c'est les sucres qui sont utiles pour faire travailler les muscles, etc. L'alcool, rien du tout. C'est-à-dire quand on prend de l'alcool, trop d'alcool, eh bien, à chaque fois, on accumule de la graisse parce que les calories ne peuvent se transformer qu'en graisse. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Donc, il faut faire de l'activité physique en plus de l'alimentation équilibrée, mais attention, l'activité physique ne suffira pas. Ce qui est efficace, c'est activité physique et attention à ce que je mange. Et dans l'activité physique, n'oubliez pas le renforcement musculaire, parce que quand vous allez maigrir, si vous mangez moins, vous allez perdre du muscle. Donc, il va falloir retrouver du muscle, parce que plus j'ai de muscle, plus je consomme de calories au repos. Donc, je vais associer le renforcement musculaire. Là, je vais passer, c'est les aliments à privilégier. Hein. Vous voyez, c'est les fruits et les légumes, c'est des choses que vous savez. Je ne reviens pas dessus, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, le stress qui est le dernier facteur de risque que l'on va voir, eh bien, il faut savoir qu'on a discuté longtemps, parce que le stress, il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Il y a des gens qui sont stressés quand ils vont parler en public, il y a des gens, au contraire, ça les stimule. Alors qu'ils sont stressés tous les deux, mais il y en a un qui le transforme en stress positif, d'autres en stress négatif. Donc, très difficile. En tout cas, on sait que les gens stressés chroniquement, ça augmente la pression artérielle et surtout, ça favorise les comportements à risque. Je suis stressé, je mange. Je suis stressé, je prends une cigarette. Je suis stressé, je prends un whisky pour me déstresser. Vous voyez? Et là, malheureusement, le stress, c'est la cause. Et la conséquence, c'est que je mange mal et ça va aboutir aux autres facteurs de risque. Donc, quand on est dans ce cas-là, il faut travailler avec les techniques de relaxation, la méditation, la respiration. Vous avez dû entendre parler de la cohérence cardiaque, c'est que je respire de façon ample 5 secondes et j'expire pendant 5 secondes, tout simplement parce que je vais régulariser sur mon cœur le stress qu'il y a dessus. Et donc, à ce moment-là, l'ensemble de l'organisme va se déstresser. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire. L'activité physique déstresse. Vous savez, quand vous avez un travail que vous avez du mal à préparer, où il y a des questions, où vous avez des choses, où vous êtes énervé par une réunion, par vos enfants, pour vos petits-enfants, votre conjoint, votre conjointe, eh bien, vous allez marcher un petit peu, vous allez respirer tranquillement, ça va vous déstresser. Et puis, le sommeil de qualité, on revient toujours dessus. On doit dormir entre 6 et 9 heures. Là, il y a marqué 7 à 8 heures. Bon, globalement, c'est 6 à 9 heures. Ne vous inquiétez pas si vous ne dormez que 4 heures. Vérifiez quand même que quand vous dormez que 4 heures, ce n'est pas parce que vous dormez 2 heures devant la télévision le soir. Hein, ça arrive. Donc, si vous dormez 4 heures plus 2 heures la nuit, ça fait 6 heures. Plus 2 heures devant la télé, ça fait 6 heures. Par contre, si vous dormez 4 heures sans dormir dans la journée, eh bien, c'est que vous êtes un petit dormeur. Et si tout va bien, vous ne vous plaignez de rien, votre tension ne monte pas, eh bien, on ne va pas vous donner un médicament pour que vous dormiez plus. Alors, pour finir cette partie-là et attaquer la dernière partie dans le peu de temps qui me reste, eh bien, la question y est, c'est connaissez-vous votre niveau de risque cardiovasculaire? La plupart d'entre vous vont me répondre non. Eh bien, sachez que la Fédération française de cardiologie a développé un outil d'évaluation en ligne qui est facile. Ça vous prend 2 minutes. Il va vous poser quelques petites questions et là, il va vous calculer. C'est un facteur de risque, c'est un calcul du risque
Attendez, attention, ça ne veut pas dire que vous allez avoir l'accident, mais ça veut dire que plus votre niveau de risque est élevé, plus vous augmentez le pourcentage de risque. Mais peut-être que vous n'aurez jamais de problème cardiaque. À l'inverse, vous pouvez avoir un niveau de risque cardiovasculaire bas et avoir un problème cardiaque. Hein. Comme je dis toujours, le sport diminue le risque d'infarctus. On n'a jamais dit que le sport empêchait d'avoir un infarctus. Il y en a moins souvent, ils sont moins graves, mais on peut faire du sport et avoir un infarctus. Alors, prendre soin de son cœur, ça veut dire qu'il faut agir dès maintenant, dès qu'après notre entretien, vous allez bien retenir, si je vous vois jamais vous êtes reconnu un petit peu dans certains facteurs de risque, il va falloir que vous en fassiez quelque chose. Dépister sauve les vies, c'est-à-dire que mesurer la pression artérielle, doser la glycémie, pas avant 30-35 ans, comme je vous l'ai dit, on va dire 30 ans maintenant. Hein. Ce n'est pas obligatoire, mais pourquoi? Parce que tout simplement, nos enfants qui ne bougent pas, nos enfants qui sont toujours assis, nos enfants qui mangent mal, nos enfants qui sont en surpoids, eh bien, leur risque cardiovasculaire, il augmente à 14 ans. Avant, c'était à 30 ans. Maintenant, c'est 14 ans. Donc ça, il faut le savoir pour nos enfants. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. La prévention, c'est ce qui est le mieux. N'oubliez pas, quand vous êtes moins sédentaire, quand vous bougez régulièrement, vous diminuez de 30% le risque de développer 40 maladies chroniques. 40 maladies chroniques. Donc, il n'y a pas que le niveau cardiovasculaire. Hein. Et puis, le suivi médical régulier, ça va vous aider pour détecter s'il y a des anomalies. S'il y a des anomalies, votre médecin va vous aider, va vous guider pour arriver. Rappelez-vous, on peut prévenir 80% des maladies cardiovasculaires grâce à une prévention efficace. Alors, reconnaître les signes d'alerte que vous les voyez ici, on va en parler très vite, c'est l'alerte d'infarctus, en particulier chez les femmes, et l'accident vasculaire cérébral. Vous allez voir pourquoi c'est important à connaître. L'infarctus, ça peut être simplement une fatigabilité à l'effort, qui est inhabituelle, que vous n'expliquez pas parce que vous avez mal dormi depuis 3 semaines ou 1 mois, ou parce que vous relevez d'une grippe. Non, hein, tout va bien. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que cet escalier que vous montiez sans problème, vous avez du mal à le monter. Vous êtes fatigué, essoufflé, ça doit vous alerter. Ce n'était pas comme ça avant. Vous n'avez pas de fièvre, donc vous devez y penser. Quand vous avez l'impression que votre cœur bat irrégulièrement, ce qu'on appelle les palpitations, c'est-à-dire que vous allez le sentir très fort ou qui va faire tac, 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 tac. Vous ressentez ça. Vous savez, la nuit, des fois, on entend son cœur battre, des choses comme ça. Vous pouvez avoir une douleur dans le thorax. Cette douleur, elle est particulière, c'est une oppression. En fin de compte, la douleur que vous avez dans la poitrine, c'est la même que quand vous avalez, quand vous avez une angine. Vous savez, quand vous avalez, quand vous avez une angine, ça a du mal à passer. Eh bien, c'est la même douleur dans la poitrine. C'est pour ça qu'on appelle ça l'angine de poitrine. Hein, la douleur de la maladie coronaire. Ça peut aller dans les bras, les poignets, hein, ou dans l'épaule. On dit toujours plutôt gauche, mais en fait, des fois, c'est des deux côtés. Vous trouvez aussi avoir des douleurs, des fois, dans la mâchoire qui peuvent survenir. Et puis, même chose, comme je vous l'ai dit, vous êtes essoufflé, vous ne l'étiez pas avant, vous n'expliquez pas pourquoi, il faut y penser. Chez les femmes, attention, on parle beaucoup, vous entendez beaucoup parler, oui, les femmes qui font un infarctus, ce n'est pas le même signe que les hommes. C'est faux. Dans plus de 50% des cas, c'est la même chose que les hommes, ceux que je viens de vous décrire. Donc, dans la majorité des cas, les femmes ont les mêmes symptômes que les hommes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elles peuvent avoir d'autres symptômes que nous, médecins, on a un peu oublié dans nos études, parce qu'on n'a pas fait attention, et parce qu'on pense qu'une femme de 30 ans ne peut pas faire un infarctus, ce qui est faux aujourd'hui. Et c'est pour ça que malheureusement, les femmes qui font un infarctus sont détectées plus tard, en partie à cause de nous, médecins, tout simplement parce qu'on n'a pas pris conscience que ça avait changé. Alors, il y a des tas d'études maintenant qui nous le rappellent. Hein. Donc, vous voyez la sensation d'angoisse ou de danger imminent, sans raison, hein. Une douleur dans le dos, entre les omoplates ou dans le cou, une douleur très violente, pas comme un coup de poignard, mais toujours pareil, quelque chose qui vous serre, vous voyez, des sueurs froides, l'impression que vous avez la tête qui tourne et que, alors qu'il n'y a pas de raison particulière, vous ne venez pas de vous lever, hein, parce que des fois on se lève brutalement, on a la tête qui tourne, mais là vous marchez tout d'un coup, vous avez l'impression que la tête tourne, des brûlures d'estomac, des nausées ou du vomissement. Donc il faut, si jamais c'est des choses qui persistent et surtout qui vous gênent en particulier à l'effort, quand vous marchez, quand vous montez un escalier, quand vous portez un sac de commission, ou si vous avez un jeune enfant, quand vous le portez dans vos bras, ces choses-là doivent vous alerter et que vous devez en parler à votre médecin. L'accident vasculaire cérébral, c'est le vaisseau du cerveau qui est bouché. Donc, ce que commande votre cerveau ne va plus fonctionner. Par exemple, parler. Vous avez du mal à parler, vous ne trouvez plus vos mots. La personne qui est en face de vous ne comprend pas ce que vous dites. Ça survient tout d'un coup.
la vision. Tiens, je vois plus d'un œil. Tout ça, ce sont des symptômes que vous devez connaître. Ça peut être aussi un problème oculaire, ophtalmologique, mais ça peut être aussi cérébral. Ou bien, tiens, c'est bizarre, j'ai mon pied qui touche par terre. J'arrive pas à serrer ma fourchette. Tout ça, ce sont des signes qui vous font penser à un accident vasculaire cérébral. Et puis, de temps en temps, vous pouvez avoir très mal dans la tête, voire des vomissements et à marcher. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple dans ces cas-là, c'est agir sans entendre. Rappelez-vous d'une chose, chaque fois que vous perdez 1 heure, vous perdez 10% de chances de survie ou de ne pas avoir de séquelles d'un accident vasculaire cérébral. Donc, dès que vous avez ces symptômes-là, qui sont quand même assez simples à retenir, vous devez appeler. Soit vous en parlez à votre entourage, parce que si vous ne pouvez plus parler, ben, vous n'allez pas appeler, mais vous prévenez votre entourage et il faut qu'il appelle. Il appelle immédiatement, même si ça va mieux. Même si ça va mieux. C'est ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, mais l'accident ischémique transitoire, c'est un accident vasculaire cérébral, sauf qu'il s'est résolu tout seul. On appelle qui le 15, c'est-à-dire le SAMU, le 18, les pompiers, ou le 112, c'est le numéro européen international de secours. C'est l'un ou l'autre. Mais si par exemple vous appelez le 15 et que vous n'arrivez pas à voir le SAMU, vous appelez les pompiers, ou l'inverse. D'accord? Nous, médecins, on intervient. Si on peut intervenir dans les 3 heures, il ne peut y avoir aucune séquelle, ni d'infarctus, ni d'accident vasculaire cérébral. Donc, il faut vraiment foncer et ne pas perdre de temps. Voilà, vous ai brossé un rapide schéma. Je pense qu'il y a des choses dedans dont vous devez vous rappeler parce que ça peut vous sauver la vie. Ça peut sauver la vie de la personne qui est en face de vous quand vous vous rendez compte qu'elle vous dit un peu n'importe quoi en parlant alors qu'il n'y a aucune raison. Hein, et donc, ça vaut vraiment la peine de faire attention. Rappelez-vous d'une chose, votre santé, elle dépend de vous avant tout. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre avec plaisir. Alors, nous avons quelques questions, effectivement. Un cœur qui bat entre 41 et 84 coups par minute. 41 Pour une et personne 84. qui a 82 ans, est-ce que c'est Alors, inquiétant? sans faire de consultation, inquiétant. Oui. Parce que s'il n'y a pas d'autres symptômes, non. Par contre, si vraiment c'est 41 et 84, par exemple, 41, 3 secondes après, ou 5 secondes, ou 10 secondes après, 84, et ça redescend à 41 et ça remonte à 84, ça vaut la peine de faire un électrocardiogramme. Très bien. Hubert, vous avez votre réponse. Donc, Véronique. Alors, Véronique, comment diagnostiquer une insuffisance cardiaque hormis les POFE? Ah ben, les signes principaux dépôt cardiaque, c'est les POF, hein, c'est-à-dire l'essoufflement, etc., hein, et la prise de poids. Si vous prenez 3 kilos en 8 jours, alors que vous mangez comme d'habitude et que vous avez les jambes qui gonflent, la première diagnostic à évoquer, c'est une insuffisance cardiaque. Si vous montez les escaliers, hier vous les montiez bien, aujourd'hui vous êtes un peu essoufflé, le surlendemain vous êtes encore plus essoufflé, etc., ça fait évoquer une insuffisance cardiaque. Ça peut être un problème pulmonaire, mais ça le fait aussi l'évoquer. Donc les 4 symptômes principaux, c'est ce dont je vous ai parlé. Vous n'avez pas d'autres choses. En fin de compte, l'insuffisance cardiaque n'a pas de signe cardiaque, sauf si vous avez eu une maladie connue avant, comme par exemple vous avez fait un infarctus, votre cœur est fatigué, il se fatigue de plus en plus, il devient insuffisant. Au début, après votre infarctus, vous n'êtes pas essoufflé, vos jambes ne gonflent pas, vous n'avez pas de prise de poids, et bien à ce moment-là, vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque. 2-3 ans après, vous avez ces symptômes-là, votre cœur est devenu insuffisant parce que c'est l'évolution de la maladie. Mais vous n'avez pas d'autres signes sur lesquels vous devez l'évoquer. De toute façon, si vous avez quelque chose qui vous gêne, parlez-en à votre médecin. Ce n'est pas à vous d'évoquer le diagnostic de ce que vous avez. Un taux calcique élevé, comment faire pour le diminuer? Alors, ce n'est pas un taux calcique, c'est un score calcique. Le score calcique, qu'est-ce que c'est? Le score calcique, c'est une sorte de scanner
dans lequel on va simplement mesurer la quantité de calcification qu'il y a sur vos artères coronaires. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'athérome, la plaque d'athérome se calcifie, c'est-à-dire qu'elle accumule du calcium. Et donc, plus j'ai un score calcique élevé, c'est-à-dire qu'on commence à se poser des questions, ça dépend de l'âge, hein, il y a une fonction de l'âge, mais on va dire en dessous de 100, ça ne pose pas de problème. Au-dessus de 100, on peut avoir besoin de faire d'autres examens. Ben, la seule façon de le faire baisser, c'est de lutter contre le cholestérol. Donc, c'est les statines, etc., si jamais on a quelque chose de plus élevé. Donc, on mange mieux, on diminue on arrête le tabac, on arrête l'alcool, on fait de l'activité physique et on va, diminuer dans ce qu'on mange, Et le plus souvent, on a besoin de médicaments qui s'appellent les statines. Autre question, si je fais des apnées du sommeil, est-ce que ça a une incidence? Oui, l'apnée du sommeil, il faut la traiter. L'apnée du sommeil, vous devez la traiter. Donc, vous faites une étude, vous faites une analyse, vous allez voir le médecin qui va vous demander un examen de polysonographie, c'est-à-dire que pendant la nuit, on va mesurer combien vous faites d'apnée du sommeil, combien de temps elle dure, et en même temps, souvent, on regarde la quantité d'oxygène dans le sang, puisque qu'est-ce qui se passe? Une apnée du sommeil, vous dormez, vous respirez, et top, vous ne respirez plus pendant quelques secondes, plus ou moins longues. Si vous ne respirez plus, il n'y a plus d'oxygène qui vient dans votre sang, puisque vous n'en apportez plus par la ventilation, puisque vous ne respirez plus. Donc, le taux de saturation d'oxygène dans le sang baisse. Et tout d'un coup, vous allez vous réveiller en sursaut. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous allez vous réveiller et re-respirer, etc. Par contre, la personne qui est à côté de vous peut s'en rendre compte. On n'est pas forcé de ronfler. Le ronflement est un signe, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, l'apnée du sommeil favorise l'hypertension artérielle, favorise l'arythmie cardiaque, favorise l'infarctus du myocarde. Donc, oui, il faut la traiter. Il faut absolument la traiter. D'accord. Question nutrition. Là, on va sortir un petit peu de ma spécialité. Comment lutter contre l'addiction au sucre? Ah ben, vous n'avez qu'une solution, en prendre moins. En prendre moins. C'est comme si vous demandiez comment lutter contre l'addiction au tabac. Bah, faut au tabac, c'est ce que je veux dire, voilà. Et à l'alcool, c'est pareil. Non, mais c'est vrai. Alors, ce que vous vous en rendez pas compte, hein, parce qu'on a bien tenu le secret. On s'est beaucoup discuté avec les boulangers, parce que les boulangers salaient beaucoup le pain. Et on leur a demandé de diminuer petit à petit la concentration de sel dans le pain. Ça s'est fait dans toutes les boulangeries françaises. Et on a diminué. Le pain que vous mangez aujourd'hui est bien moins salé que celui que vous mangiez il y a 3 ans. Mais on y a été très progressivement. Donc là, c'est pareil. Vous êtes addict au sucre. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous buvez 1,5 litre de Coca-Cola par jour. Hein, on va dire n'importe quoi. Je ne vous dis pas de ne plus boire de Coca-Cola. Je vous dis de passer de 1,5 litre à 1 litre. Et puis quand vous serez à 1 litre, bah, vous allez passer à 1,5 litre ou 750 et ainsi de suite. Il n'y a que comme ça. Parce que si vous allez arrêter complètement le sucre, je sais comment ça va se passer. Vous allez tenir 3 semaines et vous allez retomber dans le sucre et vous allez rebondir plus haut. Donc, c'est exactement quand quelqu'un me dit, vous me dites de faire 30 minutes de marche à pied, moi j'en fais 10 et je trouve que c'est beaucoup. Je lui dis, mais c'est pas mal 10 minutes. Essayez d'en faire 15. Je ne lui parle pas des 30 minutes. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous voulez vous désaddicter du sucre, eh bien, vous commencez à diminuer. Par exemple, vous mettiez 2 morceaux de sucre dans le café, vous n'en mettez plus que 1,5 pendant 1 semaine, 2 semaines. Et après, vous allez passer à 1. Et vous n'allez pas vous en rendre compte si vous le faites comme ça. Mais si vous passez de 2 sucres à pas de sucre, vous n'allez pas pouvoir boire votre sucre, votre café. Voilà. On a beaucoup de questions sur la nutrition, finalement. Ah bah, écoutez, notamment un avis sur l'huile d'olive, les flocons d'avoine, le matin. Alors, les flocons d'avoine, je ne peux pas vous répondre. S'il n'y a pas de rajout de sucre dedans, c'est bien. L'huile d'olive, c'est très bon, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle quand même, puisque vous me parlez de ça, que si rien ne change sur l'alimentation, en 2050, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il y aura 6 adultes sur 10 qui seront obèses dans le monde. 60%, et 1 enfant sur 3. Donc, ça va être dramatique. Dramatique. Donc, c'est normal qu'il y ait des questions sur la nutrition. Mais de toute façon, la seule solution, c'est de manger moins
de manger mieux et de bouger. Si on veut continuer à manger chez McDonald's tous les jours ou chez Burger King pour qu'il n'y ait pas de jaloux, etc., eh bien, on ne s'en sortira pas. Si on ne veut pas se lever pour bouger plus, on ne s'en sortira pas. Et de toute façon, écoutez-moi bien, parce que vous penserez à moi, je ne serai plus là, mais on ne pourra pas payer pour tous les malades. On ne pourra pas soigner tous les malades. C'est impossible. On est à 1 milliard d'obèses dans le monde actuellement. Pour la première fois dans l'histoire qu'on mesure, il y a plus de gens surnutris que sous-nutris. Ça n'était jamais arrivé. Donc, même dans les pays les plus pauvres, l'obésité explose. Alors, il y a une question, justement. Est-ce que vous pourriez repréciser les tours de taille? Oui, alors le tour de taille, Oui. je ne peux pas vous le montrer parce que d'abord, je n'ai pas de maître de couturière pour vous le montrer devant vous. Et puis, surtout, il faut que vous alliez voir où est-ce qu'on le mesure. On le mesure au-dessus des crétiliaques, c'est-à-dire qu'on sent bien les deux os qu'on a sur le côté, et on le mesure à cet endroit-là. Et si possible, on ne fait pas exprès, et si possible, voilà, de rentrer son ventre, et on passe sur le nombril. On passe sur le nombril, d'accord. Et alors, et là, donc c'est pour un homme, c'est en dessous des 102. Oui. Et 88 pour une femme, chez une femme. 88, voilà. Noureddine, j'espère que c'est assez clair pour vous. Ensuite, on a eu des témoignages et des questions, mais qui sont très personnelles. Donc, je les invite plutôt à aller voir leur médecin, puisque vous l'avez dit, vous ne faites pas de diagnostic, ou vous ne révisez pas le diagnostic de vos confrères. Non, d'abord, je ne peux pas faire Voilà. de diagnostic sans avoir parlé à la personne et sans l'avoir examinée. Exactement. Merci. Eh bien, on peut clore maintenant. Je vous remercie, docteur François Carré. Merci pour toutes ces informations. Je vous en prie. Et puis, rendez-vous pour une prochaine conférence. Merci Nadège, notre partenaire Médavise. Et puis, merci à vous tous. Rendez-vous, un prochain rendez-vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.